À l'automne 1965, la famille Higgins, un couple et leurs 2 enfants, disparut sans laisser de traces de leur petit cottage du village d'Ashworth, dans le Yorkshire. Leur disparition serait restée un simple mystère parmi d'autres dans les archives de la police locale, si 3 mois plus tard, les enquêteurs n'avaient pas découvert une salle cachée sous l'église St. Mary. Cette pièce contenait les effets personnels de la famille Higgins, ainsi que des journaux détaillant des rituels que l'Église d'Angleterre avait officiellement interdits depuis des siècles. Le plus troublant fut que la dernière entrée du journal était datée de 2 semaines après la disparition de la famille. Depuis près de 60 ans, l'Église refuse de commenter cette découverte, et le cottage des Higgins demeure abandonné à ce jour. Ce qui rend cette affaire encore plus inquiétante, c'est que lorsque les enquêteurs obtinrent enfin l'accès aux archives scellées de l'Église en 1985, ils découvrirent que la famille Higgins n'était pas la première à disparaître dans de telles circonstances mystérieuses. Ce soir, je vais révéler ce qui s'est réellement passé dans ce paisible village du Yorkshire en m'appuyant sur des documents jamais rendus publics jusqu'à aujourd'hui, y compris le témoignage du seul témoin survivant qui a finalement accepté de rompre 40 années de silence. Avant de poursuivre l'histoire de la famille Higgins et de leur lien avec l'église St. Mary, sachez que cette chaîne n'est pas faite pour tout le monde, seulement pour les âmes les plus courageuses, celles qui osent affronter les mystères les plus sombres que d'autres préfèrent taire. Si vous faites partie de ces véritables chercheurs de vérité, abonnez-vous dès maintenant et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous écoutez. Peu de chaînes osent raconter les histoires que nous racontons ici, des histoires que les autorités ont tenté d'effacer à jamais. Maintenant, plongeons dans les ombres du Yorkshire de 1965 et découvrons quelle terreur attendait au village d'Ashworth. Ce qui s'est déroulé dans cette petite communauté du Yorkshire allait bouleverser tout ce que les habitants croyaient savoir de leur village tranquille et pieux, révélant une conspiration du silence qui avait protégé des secrets indicibles pendant près d'un demi-siècle. Ashworth était un village figé dans le temps, où les murs de pierre anciens semblaient retenir 8 siècles de souvenirs humains. Niché au cœur des vallées du Yorkshire, entouré de collines ondulantes qui viraient au violet sous la bruyère chaque automne, le village abritait à peine 300 âmes, dont la plupart pouvaient retracer leur lignée sur 5 ou 6 générations dans les mêmes quelques cottages. Le centre du village était dominé par l'église St. Mary, une magnifique structure normande dont la tour de calcaire patiné s'élevait à près de 30 mètres dans le ciel du Yorkshire. L'église avait été construite en 1187 sur le site d'une ancienne chapelle saxonne et selon la légende locale, le lieu était déjà considéré comme sacré bien avant l'arrivée du christianisme dans les vallées. Les lourdes portes de chêne, renforcées de bandes de fer noircies par le temps, grinçaient lugubrement sous le vent constant des Landes. L'automne 1965 apporta un froid inhabituel au Yorkshire, un froid qui semblait s'infiltrer jusque dans les eaux du village. Les feuilles changèrent plus tôt que quiconque ne s'en souvenait, peignant les collines de pourpre et d'or avec une intensité presque irréelle. Chaque soir, un brouillard épais descendait sur la vallée au coucher du soleil, s'accrochant aux pierres de l'église comme une chose vivante. Le brouillard était si dense que de nombreux habitants affirmaient se sentir désorientés en traversant le cimetière au crépuscule, comme si les chemins familiers s'étaient déplacés dans la brume. Même les cloches de l'église, qui depuis des siècles sonnaient fidèlement les heures, commencèrent à sonner différemment cet automne-là. Madame Agnes Pitton, qui vivait à côté de l'église depuis 63 ans, fut la première à le remarquer. Les cloches de bronze semblaient produire un son plus profond, plus résonnant, comme si l'air lui-même s'était épaissi autour d'elle. Parfois, tarde dans la nuit, elle jurait entendre les cloches sonner alors qu'elles ne devraient un repas, émettant de doux carillons plaintifs qui semblaient venir du sous-sol plutôt que de la tour. Thomas Arthur Higgins
était un homme dont la vie suivait une routine d'une précision horlogère. Âgé de 38 ans, il avait hérité à la fois de son tempérament méthodique et de son poste au bureau de poste du village de son père, qu'il avait lui-même hérité du sien. Chaque matin, à 7 heures précises, Thomas sortait de son cottage sur Church Lane, vêtu de son costume soigneusement repassé et portant sa vieille Audi sacoche en cuir. Il accompagnait ses 2 enfants, Margaret Rose, 12 ans, et William Thomas, 8 ans, à l'école du village avant de poursuivre son chemin vers son travail, où il triait le courrier et gérait les télégrammes pour toute la vallée. Thomas était un homme calme et réservé, profondément religieux, selon la manière traditionnelle du Yorkshire, dévot mais discret, fidèle mais pragmatique. Il servait comme marguillier à St. Mary's, veillant chaque dimanche matin à ce que les recueils d'hymnes soient bien rangés et les plateaux de quête impeccables. Sa foi était aussi solide et immuable que les collines du Yorkshire, ce qui rendit sa disparition d'autant plus incompréhensible pour ceux qui le connaissaient. Ellen Mary Higgins, née Whitlock, était arrivée à Ashworth comme jeune mariée 15 ans plus tôt. À 35 ans, elle conservait la beauté saisissante qui avait d'abord attiré l'attention de Thomas lors d'une réunion paroissiale dans un village voisin. Ses cheveux sombres, coiffés simplement comme il convenait à une mère de famille, reflétaient encore la lumière d'une manière qui la faisait paraître plus jeune que son âge. Ellen gérait leur petit cottage avec la même précision que le reste de la famille Higgins, mais elle possédait une curiosité plus vive que son mari, une soif de savoir qui la plaçait parfois en décalage avec les traditions conservatrices du village. Passionnée d'histoire et de folklore, elle passait des heures à la bibliothèque du village à lire sur les anciennes coutumes des vallées du Yorkshire. Son jardin était rempli d'herbes et de fleurs sauvages que les anciens reconnaissaient comme des plantes utilisées autrefois pour des pratiques dont on ne parlait plus guère en société. Quand on l'interrogeait sur ses choix botaniques, Ellen se contentait de sourire et de dire qu'elle aimait faire vivre les vieilles traditions sans jamais préciser lesquelles. Les enfants Higgins étaient la fierté de l'école du village. Margaret Rose, sérieuse et réfléchie, excellait dans ses études et aidait sa mère sans se plaindre. Elle avait hérité des cheveux sombres de sa mère et du tempérament calme de son père, mais les enseignants remarquaient souvent qu'elle paraissait plus âgée que ses 12 ans, comme si elle portait un savoir trop lourd pour son jeune âge. Elle adorait lire, surtout des livres sur l'histoire et la mythologie, et passait des heures dans le cimetière à recopier les inscriptions des vieilles pierres tombales dans un carnet qu'elle gardait toujours sur elle. William Thomas, surnommé Billy, était le charmeur du village. Âgé de 8 ans, il avait un rire contagieux et une curiosité sans bornes qui le rendaient cher à tous les habitants d'Ashworth. Fasciné par l'église, il passait des heures à observer les gargouilles sculptées sur les murs extérieurs, posant des questions sans fin sur la signification des vitraux. Mais à mesure que l'automne avançait, ses dessins devinrent plus sombres et troublants, remplissant ses cahiers d'images que son institutrice peinait à comprendre. La vie à Ashworth suivait des rythmes anciens, établis depuis des siècles. Le marché se tenait toujours le jeudi, sur la petite place à côté de l'église, même si les marchands arrivèrent désormais en voiture plutôt qu'en charrette. Le pub local, The Shepherd's Rest, faisait office d'hôtel de ville officieux, où les nouvelles circulaient et les opinions se formaient. Le bureau de poste servait aussi d'épicerie, et l'école accueillait les enfants jusqu'à 14 ans avant qu'ils ne partent à la ville voisine de Howes pour finir leur éducation. Mais sous cette façade de tranquillité rurale, Ashworth abritait des secrets qui remontaient à plusieurs générations. Le village avait toujours été isolé, non seulement géographiquement, mais aussi culturellement. Les vieilles familles, les Whitlock, les Carr, les Thornton et quelques autres, maintenaient des traditions et des observances anciennes que les étrangers ne voyaient jamais. Ces familles se mariaient entre elles et transmettaient un savoir gardé à travers des lignées soigneusement choisies. Madame Margaret Thornton, bibliothécaire du village,
et gardienne officieuse du savoir local, descendait de l'une des familles fondatrices d'Ashworth. Son cottage abritait des livres et des manuscrits accumulés au fil des siècles, y compris des textes que l'Église avait tenté de supprimer lors de différentes périodes de réformes religieuses. Madame Margaret Thornton était une petite femme frêle, semblable à un oiseau, âgée d'environ 70 ans. Elle parlait toujours à voix basse et semblait connaître les affaires de tout le monde avant même que les intéressés ne les sachent eux-mêmes. Elle ne s'était jamais mariée, consacrant sa vie à ce qu'elle appelait la préservation de notre héritage. Le docteur Edmund Carr, le médecin du village, faisait également partie des vieilles familles d'Ashworth. Âgé de 55 ans, il était revenu s'y installer après avoir étudié la médecine à Édimbourg. Il y avait rapporté un savoir médical moderne qu'il parvenait à combiner avec les anciennes traditions de guérison transmises par sa grand-mère. Le docteur Carr tenait des registres détaillés, non seulement de la santé physique de ses patients, mais aussi de ce qu'il appelait leur bien-être spirituel, bien qu'il restât toujours vague sur ce qu'il entendait par là. Le constable local, le sergent Robert Henley, était l'un des rares représentants de l'autorité à Ashworth qui ne soit pas issu des vieilles lignées. Affecté au village 5 ans plus tôt, il avait progressivement compris que certains aspects de la vie locale lui demeuraient délibérément cachés. Henley était un homme méthodique, consciencieux, fier de bien connaître son territoire. Cette incapacité à percer les mystères d'Ashworth le rendait de plus en plus nerveux. Le révérend Harold Whitmore servait à l'église Saint-Mary depuis 23 ans. Arrivé à Ashworth comme jeune vicaire, tout juste sorti du séminaire, il s'était peu à peu transformé au fil des décennies. De fervent défenseur des réformes ecclésiastiques, il était devenu un personnage bien plus ambigu et inquiétant. Son bureau, dans le presbytère attenant à l'église, était rempli de manuscrits anciens, d'artefacts archéologiques et d'ouvrages sur des sujets sans rapport apparent avec la théologie anglicane traditionnelle. Le révérend Whitmore était un homme grand et mince, aux cheveux prématurément gris et aux yeux perçants qui semblaient regarder à travers les gens plutôt que vers eux. Ses sermons devenaient de plus en plus ésotériques, émaillés de références à d'anciennes vérités et à de profonds mystères, laissant ses paroissiens confus et mal à l'aise. Pourtant, il demeurait populaire auprès de certains fidèles, notamment ceux issus des vieilles familles, qui semblaient saisir des allusions que les autres ne comprenaient pas. Dans les semaines précédant leur disparition, plusieurs habitants d'Ashworth remarquèrent des changements dans le comportement de la famille Higgins. Ces modifications furent d'abord subtiles. Eleanor passait de plus en plus de temps dans le cimetière de l'église. Thomas paraissait distrait et soucieux. Les enfants, plus réservés que d'habitude. Mais à mesure qu'octobre avançait, ces changements devinrent impossibles à ignorer. Madame Agnes Pitton, dont le jardin jouxtait celui des Higgins, fut la première à remarquer les activités nocturnes d'Eleanor. Dès le début du mois, celle-ci se mit à passer de longues heures dans le cimetière de Sainte-Marie après la tombée de la nuit, portant souvent des fagots d'herbes, de fleurs et d'autres objets qu'on ne pouvait identifier sous la lumière de la lune. Un soir, rassemblant son courage, Madame Pitton lui demanda la raison de ces sorties étranges. Eleanor lui répondit simplement, avec un sourire, « Je m'occupe des vieilles traditions, Madame Pitton. Quelqu'un doit bien veiller à ce que les observances appropriées soient respectées. » L'expression « observances appropriées » ne signifiait rien pour Madame Pitton, mais elle lui laissa un malaise profond qu'elle ne parvint pas à dissiper. Le ton d'Eleanor était aimable, mais ses yeux brillaient d'un savoir ancien qui mit la vieille femme mal à l'aise. Dès lors, elle garda ses rideaux tirés après la tombée du jour et évita tout contact inutile avec sa voisine. Arthur Finch, propriétaire de l'épicerie du village, remarqua également des changements dans les achats d'Eleanor durant le mois d'octobre. Habituellement économe et rigoureuse dans la tenue de son foyer, elle se mit soudain à acheter d'étranges quantités de sel brut, de bougies blanches et diverses herbes qu'elle commandait à Madame Witherby, l'herboriste du village. Quand M. Finch s'en étonna,
Eleanor expliqua qu'elle préparait la saison des récoltes, une justification qui ne tenait pas debout, puisque les Higgins n'avaient vendu qu'un petit potager. Les objets qu'elle achetait évoquaient plutôt un usage cérémoniel que domestique, mais l'épicier, par politesse, n'insista pas. À l'école du village, l'institutrice, mademoiselle Sarah Collins, s'inquiéta de plus en plus du comportement des enfants Higgins. Margaret, d'ordinaire excellente élève, devint distraite et songeuse. Elle fixait souvent la fenêtre, le regard perdu vers l'église Sainte-Marie, et ses rédactions, autrefois claires et ordonnées, se mirent à évoquer des « savoirs anciens » et des de vérités oubliées qu'aucune fillette de 12 ans n'aurait pu inventer. Billy, lui, montrait des signes encore plus troublants. Le garçon rieur et curieux qu'elle connaissait s'était enfermé dans une étrange obsession pour le dessin. Jour après jour, il reproduisait la même image, des silhouettes encapuchonnées, disposées autour d'un autel couvert de symboles inconnus. L'image mettait mademoiselle Collins mal à l'aise sans qu'elle puisse expliquer pourquoi. Quand elle demanda à Billy d'où lui venait cette idée, il répondit simplement « Je dessine ce que maman et monsieur Whitmore m'ont appris sur la vieille église. » Alarmée, mademoiselle Collins tenta d'aborder le sujet avec Thomas Higgins lors d'une réunion parente-professeur à la mi-octobre. Il parut nerveux et évasif. Il admit qu'Eleanor participait à ce qu'il appelait des recherches historiques avec le révérend Whitmore et quelques habitants, mais il assura que ce n'était qu'un travail académique. Son attitude, cependant, trahissait une inquiétude profonde. L'organisation au cœur des sombres de secrets d'Ashworth avait commencé innocemment en 1962. Le révérend Whitmore avait alors proposé de créer un groupe destiné à étudier les traditions anciennes des Yorkshire Dales, notamment les coutumes pré-chrétiennes ayant influencé la culture locale. Le groupe comprenait 5 membres, le révérend lui-même, Madame Margaret Thornton, le docteur Edmund Carr, Madame Dorothy Weatherby, l'herboriste, et M. James Crawford, un ancien instituteur venu de Londres. Ils se réunissaient chaque mois dans la sacristie de l'église pour discuter de documents historiques et d'artefacts. Ils s'étaient baptisés la Société de préservation historique d'Ashworth et projetaient de publier un ouvrage sur le folklore local. Eleanor Higgins rejoignit le groupe au printemps 1964, attirée par son goût pour l'histoire et encouragée par le révérend Whitmore, qui admirait ses connaissances en herboristerie et en traditions saisonnières. Très investie, elle apporta des recherches détaillées qui impressionnèrent les autres membres par leur authenticité. Mais la population ignorait que la Société de préservation historique avait, au fil du temps, dérivé bien au-delà du simple cadre académique. Dès 1963, le groupe avait commencé ce qu'il appelait des démonstrations pratiques de rituels anciens. Sous la direction du révérend Whitmore, ces pratiques prirent une tournure de plus en plus étrange. Le vicaire affirmait que pour comprendre véritablement les anciennes traditions, il fallait non seulement les étudier intellectuellement, mais aussi les vivre. Selon lui, l'Église primitive avait supprimé des connaissances spirituelles précieuses, et il était du devoir du groupe de les restaurer. Lorsque Eleanor rejoignit la société, les réunions étaient devenues bimensuelles, avec des observances spéciales organisées à des dates clés du vieux calendrier. Ces cérémonies se déroulaient dans une pièce située sous l'église Saint-Marie, que le révérend Whitmore disait avoir découverte lors de travaux de rénovation. Il affirmait que cette salle avait servi à des rites religieux bien avant la construction de l'église actuelle. Un lien direct, selon lui, avec la spiritualité ancestrale des habitants des Dalles. L'enthousiasme d'Eleanor pour le travail du groupe impressionna tous les membres, mais ce fut sa suggestion selon laquelle les familles devraient participer ensemble à certains rituels qui marqua un tournant dans le développement de l'organisation. Elle soutenait que de nombreuses traditions anciennes avaient été conçues spécifiquement autour de l'unité familiale et qu'une participation incomplète pouvait être dangereuse, risquant de laisser les rituels inachevés d'une manière susceptible d'entraîner des conséquences négatives. Thomas Higgins s'était montré au départ sceptique
quant à l'implication de sa femme dans la société de préservation historique, mais le bonheur évident et la stimulation intellectuelle d'Ellela Nena finirent par le convaincre. Elle revenait de ces réunions pleines d'excitation, parlant de nouvelles découvertes et d'aperçus fascinants sur l'histoire cachée du Yorkshire, des récits qui captivaient même l'esprit pragmatique de Thomas. Lorsque Ellela Nena suggéra qu'il pourrait apprécier d'assister à certaines présentations du groupe, Thomas accepta de participer à l'une de leurs réunions régulières. La réunion à laquelle Thomas assista en juin 1964 sembla tout à fait inoffensive. Le révérend Whitmore avait préparé une conférence sur les pratiques agricoles médiévales, accompagnée de documents historiques et d'artefacts prêtés par diverses collections locales. Les autres membres se montraient manifestement passionnés et bien informés, et Thomas se surprit à s'intéresser sincèrement aux techniques agricoles que ses propres ancêtres avaient peut-être utilisées des siècles plus tôt. Cependant, au fil des mois, à mesure qu'Ellela Nena s'impliquait davantage dans les activités du groupe, Thomas commença à remarquer des changements troublants dans le comportement et les attitudes de sa femme. Elle se mit à parler de manière critique des pratiques religieuses modernes, suggérant que le christianisme contemporain avait perdu des connaissances spirituelles essentielles que les traditions anciennes savaient su préserver. Elle adopta des horaires inhabituels, veillant tard pour lire des textes obscurs que le révérend Whitmore lui avait prêtés, et se levant avant l'aube pour s'occuper de plantes et de préparations qui semblaient dépourvues de but pratique. Ce qui troubla le plus Thomas fut l'insistance croissante d'Elénor à ce que leurs enfants soient éduqués selon les anciennes coutumes. Elle commença à enseigner à Margaret et Billy la médecine par les plantes, les célébrations saisonnières et ce qu'elle appelait le respect approprié des forces qui façonnent notre monde. Les enfants semblèrent d'abord apprécier ces leçons, mais Thomas remarqua qu'ils devenaient de plus en plus secrets à propos de ce qu'ils apprenaient, partageant des plaisanteries et des références qu'ils ne comprenaient pas. En septembre 1965, Thomas décida de parler directement au révérend Whitmore de ses inquiétudes. Il organisa une rencontre privée dans le bureau du pasteur, dans le but de discuter de l'obsession grandissante d'Ellela Nena pour le groupe historique et de son effet sur leur vie familiale. Ce qu'il découvrit lors de cette conversation le hanterait durant les quelques semaines qui lui restaient à vivre. Le révérend Whitmore accueillit Thomas dans son bureau, une pièce qui lui avait toujours paru encombrée de livres et de papiers, mais qui semblait désormais presque étouffante, tant elle regorgeait d'artefacts étranges et de textes inconnus. Le pasteur écouta patiemment Thomas exposer ses inquiétudes, hochant la tête avec sympathie et posant des questions réfléchies sur des exemples précis du changement de comportement d'Ellela Nena. Mais la réponse du révérend ne fut pas celle que Thomas attendait. Au lieu d'offrir des paroles rassurantes ou de proposer des moyens de modérer l'implication d'Ellela Nena dans le groupe, le pasteur se lança dans une explication selon laquelle la participation de la famille aux travaux de la société historique n'était pas seulement bénéfique, mais essentielle. Il parla d'obligations spirituelles qui transcendaient les préférences individuelles, de responsabilités anciennes que certaines familles avaient été choisies pour accomplir, et des conséquences dangereuses qu'entraînerait l'abandon de traditions ayant protégé la communauté pendant des générations. Thomas quitta la rencontre plus confus et inquiet que jamais. Les paroles du révérend Whitmore portaient une menace sous-jacente que Thomas ne pouvait définir, mais ressentait clairement. Le pasteur avait laissé entendre que la participation continue de la famille Higgins aux activités du groupe n'était pas simplement souhaitée, mais requise, sans jamais préciser ce qui pourrait arriver s'il décidait de s'en retirer. Octobre 1965 vit une accélération d'événements étranges à Ashworth, semblant tous graviter autour de la famille Higgins. Les activités d'Ellela Nena devinrent plus intenses et secrètes, ponctuées de multiples visites hebdomadaires à l'église et de préparations constantes de matériaux dont elle refusait d'expliquer la nature à son mari de plus en plus inquiet. Le comportement des enfants devint erratique. Margaret et Billy
manifestaient donc des connaissances et employaient un vocabulaire bien au-delà de leur âge. Le docteur Edmund Carr témoigna plus tard que Thomas s'était rendu à son cabinet à 3 reprises durant le mois d'octobre, présentant des symptômes d'anxiété sévères et ce que le médecin décrivit comme un épuisement nerveux aigu. Thomas se plaignait d'insomnie, de perte d'appétit et d'un sentiment de fatalité imminente qu'il ne parvenait pas à chasser. Lorsque le docteur Carr le pressa d'en dire davantage sur la source de son angoisse, Thomas se contenta de dire qu'Eleanor s'était engagée dans des activités qu'il craignait dangereuses pour toute la famille. Lors de sa dernière visite au cabinet du docteur Carr, le 25 octobre, Thomas semblait au bord de l'effondrement complet. Il parlait rapidement et de façon incohérente d'obligations anciennes et de cérémonies qui ne pouvaient tout qu'être interrompues une fois commencées. Il interrogea le docteur Carr sur les symptômes de ce qu'il appelait la manie religieuse et demanda s'il existait des traitements médicaux pour les personnes convaincues de recevoir des communications surnaturelles. Plus troublante encore, Thomas demanda au médecin s'il croyait qu'un ancien mal pouvait persister dans des lieux où des choses terribles s'étaient reproduites par le passé. Lorsque le docteur lui demanda ce qui avait suscité cette question, Thomas répondit qu'Eleanor passait du temps dans des parties de l'église qu'il était certain n'avaient même jamais été ouvertes au public, et qu'elle affirmait recevoir des conseils provenant de sources situées au-delà du monde ordinaire. Le docteur Carr recommanda à Thomas de parler de ses préoccupations spirituelles au révérend Whitmore, un conseil qu'il regretterait pour le reste de sa vie. Ce que le docteur Carr ignorait, c'est que le pasteur n'était pas une source d'aide pour la famille Higgins, mais l'architecte principal de leur perte. La dernière semaine d'octobre apporta des changements dramatiques dans le foyer Higgins, remarqués par tous ceux qui connaissaient la maison, la famille. Eleanor cessa d'assister à ses obligations sociales habituelles et ne fut presque plus vue hors de son cottage, sauf pour ses allées et venues vers l'église. Les enfants cessèrent de jouer avec leurs amis et parurent de plus en plus pâles et renfermés. Thomas manqua plusieurs jours de travail, une première en 15 ans de service à la poste. Madame Peyton rapporta plus tard avoir entendu, venant du cottage des Higgins, des sons qu'elle ne parvenait pas à identifier, des chants rythmiques, des fumées âcres provenant de substances brûlées et des conversations menées à voix si basse qu'elle ne pouvait saisir les mots, mais percevait une intensité émotionnelle qui la mettait mal à l'aise. À plusieurs reprises, elle observa des visiteurs inhabituels arrivant au cottage après la tombée de la nuit, des silhouettes vêtues de sombre, se déplaçant avec un silence déterminé, ne restant jamais plus d'1 heure. Le 31 octobre 1965, un dimanche, se leva gris et froid, avec le brouillard persistant qui avait enveloppé Ashworth tout l'automne, si épais que le sommet de la tour de St. Mary était totalement invisible. Le service du matin se déroula normalement, la famille Higgins occupant son banc habituel au 3e rang. Cependant, plusieurs paroissiens se souvinrent, plus tard, que le comportement de la famille pendant l'office avait été particulièrement étrange. Eleanor resta assise, le visage empreint d'une intense concentration, durant tout le sermon du révérend Whitmore, qui portait sur le thème des anciens pactes et de leur persistance à travers le temps. Elle semblait prendre des notes dans un petit carnet en cuir, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant pendant un office. Thomas, raide à ses côtés, avait le visage pâle et les mains crispées sur ses genoux. Les enfants étaient inhabituellement silencieux, immobiles d'une manière presque contre nature pour des jeunes de leur âge. Le sermon du révérend Whitmore lui-même différait de ses prêches habituels. Il parla d'obligations qui transcendent le choix individuel et de la sagesse des traditions antérieures à notre compréhension moderne. Il fit plusieurs allusions à l'observance de ce soir-là et à l'importance d'achever ce qui avait été commencé, des phrases qui ne signifiaient de rien pour la plupart des fidèles, mais semblaient avoir une signification particulière pour certains membres. Après l'office, la famille Higgins fut vue rentrant ensemble chez elle, mais leur démarche paraissait différente de leur routine dominicale, ordinaire. Au lieu de marcher à un rythme tranquille comme à l'accoutumée, ils avançaient rapidement et avec détermination,
comme s'ils avaient une tâche urgente qui les attendait. Madame Peyton, qui s'occupait de son jardin lorsque la famille passa devant chez elle, se souvint plus tard qu'aucun d'eux n'avait répondu à son salut, un comportement tout à fait inhabituel pour cette famille d'ordinaire si polie. La dernière apparition confirmée de la famille Higgins au complet eut lieu vers 14h30, lorsque M. Finch les vit entrer dans leur cottage et refermer la porte derrière eux. Ce qui se passa ensuite ne fut reconstitué que plusieurs mois plus tard, grâce aux preuves découvertes dans les chambres cachées sous l'église Sainte-Marie. Madame Peyton remarqua ce soir-là que les lumières du cottage Higgins s'éteignirent plus tôt que d'habitude. Vers 20h, la maison était complètement plongée dans l'obscurité, une chose qui ne s'était jamais produite un dimanche soir lorsque la famille passait habituellement la soirée à lire et à se préparer pour la semaine suivante. À 22h, en regardant par ses rideaux, elle ne vit aucun signe de vie dans la maison. Mais ce fut un peu après minuit, dans la nuit du 31 octobre, que Madame Peyton fut témoin de l'événement qui la hanterait pour le reste de sa vie. Elle se réveilla en entendant des sons qu'elle prit d'abord pour un rêve, des chants lointains qui montaient et descendaient avec un rythme hypnotique et profondément inquiétant. Quand elle comprit que ces sons étaient réels, elle se leva et alla à la fenêtre de sa chambre pour en découvrir la source. Ce qu'elle vit dans le cimetière de Sainte-Marie défia toute explication rationnelle. Des silhouettes portant des bougies ou des torches se déplaçaient en procession autour de l'église. Elles portaient de longues robes sombres qui cachaient de leur identité, mais leurs mouvements coordonnés révélaient une cérémonie soigneusement planifiée et répétée. Les chants continuèrent pendant ce qui lui sembla être des heures, montant et descendant en intensité, sans jamais s'arrêter complètement. Madame Peyton était certaine d'entendre des voix d'enfants parmi celles des adultes, des voix hautes et claires qui se détachaient dans des tonalités graves du cœur. Ce son la rendait physiquement malade, sans qu'elle puisse en expliquer la raison. Le plus effrayant fut lorsque la procession disparut. Madame Peyton observa les silhouettes se diriger vers l'église, puis s'évanouir, comme si les murs de pierre eux-mêmes s'étaient ouverts pour les laisser entrer. Les lueurs vacillèrent encore dans le cimetière pendant plusieurs heures, mais elle ne vit jamais les participants ressortir. Le lundi matin mi-novembre 1965 commença ce qui allait devenir l'une des affaires de disparition les plus énigmatiques de l'histoire du Yorkshire. Quand Thomas ne se présenta pas à la poste à 8h15, son supérieur, M. Gregory Walsh, pensa d'abord à une maladie ou à une urgence familiale. Mais après plusieurs appels téléphoniques, restés sans réponse, il décida d'aller vérifier lui-même. Arrivé au cottage, il frappa à la porte. Aucune réponse. En regardant par la fenêtre, il constata que l'intérieur semblait propre et ordonné, mais sans aucun signe de présence. Le lieu semblait vide, d'une absence trop totale pour être temporaire. M. Walsh contacta alors le sergent Robert Henley, qui arriva sur place une demi-heure plus tard pour commencer une enquête préliminaire. Ce qu'Henley découvrit le troubla pendant des mois et allait bientôt ébranler les fondations mêmes de la communauté d'Ashworth. La porte du cottage n'était pas verrouillée, ce qui, bien que rare, n'était pas exceptionnel dans un village où chacun faisait confiance à ses voisins. L'intérieur était immaculé, aucun signe de lutte, de départ précipité ou de crime. Les affaires personnelles étaient à leur place. Le sac d'Eleanor pendu à son crochet habituel, le portefeuille d'homme de Thomas Dance, le tiroir de la commode, les vêtements des enfants soigneusement disposés pour le lundi matin. Dans la cuisine, Henley constata que la famille avait préparé et mangé le dîner du dimanche. Les assiettes avaient été lavées et rangées. Rien n'indiquait un repas interrompu ou abandonné. Cependant, certains objets dont me semblaient sembler manquer. Des bougies que Madame Peyton avait souvent vues dans le cottage, plusieurs livres de folklore appartenant à Eleanor et quelques préparations d'herbes qu'elle élaborait depuis quelques semaines. Mais la découverte la plus étrange se trouvait dans le petit bureau de Thomas. Sur le bureau reposait une Bible ouverte au chapitre 20 de l'Apocalypse, qui parle de l'enchaînement de Satan
et du jugement des morts. Dans la marge, écrite de la main d'Elénor, figurait une phrase « L'ancienne alliance doit être honorée à tout prix » et, juste en dessous, d'une écriture plus anguleuse, celle de Thomas. « Que Dieu nous vienne en aide. J'ai peur que nous soyons allés trop loin pour revenir en arrière. » Le sergent Henley passa toute la journée à interroger chaque habitant d'Ashworth, susceptible d'avoir des informations. Les témoignages qu'il recueillit étaient mi-té troublants et contradictoires. Tous reconnaissaient que la famille Higgins agissait bizarrement depuis quelque temps, mais personne ne savait pourquoi, ni où ils avaient mal pu aller. Très vite, Henley comprit que plusieurs membres influents du village ne disaient pas toute la vérité. Le révérend Whitmore, interrogé sur la Société de préservation historique, admit qu'Elénor en était membre actif, mais affirma que ses activités étaient strictement académiques et ne pouvaient être liées à la disparition. Cependant, lorsque Henley insista pour connaître les détails des dernières de réunions, le vicaire devint évasif et nerveux, invoquant la confidentialité des discussions. Il suggéra même que la famille avait simplement pris des vacances improvisées et qu'elle reviendrait sous peu. Le docteur Carr se montra encore plus fermé, invoquant le secret médical. Sous la pression, il finit par admettre que Thomas souffrait d'angoisses liées à des tensions familiales, sans en dire davantage. La bibliothécaire, Madame Thornton, fut la plus franche, mais aussi la plus inquiétante. Elle confirma que la société étudiait d'anciennes pratiques religieuses et que certains membres étaient devenus trop enthousiastes à l'idée de les mettre en œuvre. Elle parla de rituels saisonniers qui avaient été pratiqués dans la région il y a plusieurs siècles. La percée de l'enquête vint 3 jours plus tard, d'une source inattendue. Mademoiselle Sarah Collins, l'institutrice, remit au sergent une série de dessins réalisés par Billy Higgins, 8 ans. Les croquis montraient donc des figures encapuchonnées rassemblées autour d'un autel souterrain, décoré de symboles étranges, bien trop complexes pour un enfant. Elle remit aussi des rédactions écrites par Margaret, 12 ans, portant sur la sagesse des traditions anciennes et la manière dont les modernes avaient oublié les vérités essentielles. Le style était excellent, mais les idées semblaient venir d'adultes plutôt que d'une fillette. Convaincu que la société cachait bien plus que des recherches historiques, le sergent Henley décida de fouiller l'église Sainte-Marie en profondeur. Il remarqua des incohérences architecturales qu'il n'avait pas jugées importantes auparavant. Des murs plus épais que nécessaire, des espaces vides qui ne correspondaient à aucune pièce visible. En mesurant les dimensions intérieures et extérieures, il découvrit des écarts, suggérant l'existence de cavités cachées. Ses soupçons furent confirmés lorsqu'il trouva des pierres descellées derrière l'autel. Les pierres avaient été soigneusement ajustées pour se fondre parfaitement dans la maçonnerie environnante, mais un examen attentif révéla qu'elles pouvaient être retirées, ouvrant un passage menant vers les profondeurs obscures. Le passage, étroit et abrupt, avait été taillé directement dans la roche vivante sous les fondations de l'église. La chambre cachée qu'Henley découvrit au bas de ce passage ne ressemblait à rien de ce qu'il avait rencontré en 15 ans de carrière policière. L'espace, d'environ 9 mètres de diamètre, formait un cercle presque parfait. Les murs étaient couverts de symboles mêlant iconographie chrétienne et marques païennes beaucoup plus anciennes. Le sol, constitué de la même pierre que celle de l'église au-dessus, était agencé selon un motif complexe qui semblait attirer le regard vers un autel central. L'autel lui-même était un énorme bloc de pierre noire, visiblement antérieur de plusieurs siècles à l'église normande. Sa surface portait des taches de substance que Henley préféra ne pas identifier. Autour se trouvaient des bougies, des herbes séchées et divers matériaux indiquant une utilisation récente. L'air était épais, saturé d'un mélange d'encens et d'une autre odeur métallique qui lui souleva le cœur. Mais ce furent chez les effets personnels éparpillés dans la chambre qui confirmèrent ses pires craintes quant au sort de la famille Higgins. L'alliance d'Elénor reposait sur l'autel, à côté de la montre de poche de Thomas,
du ruban d'école de Margaret et du petit soldat préféré de Billy. Ces objets n'étaient pas simplement abandonnés, ils étaient là, disposés avec soin, comme des offrandes. Encore plus troublant étaient les documents retrouvés dans toute la pièce. Des journaux manuscrits, certains datant de plusieurs décennies, décrivant des rituels et cérémonies menés dans cet espace souterrain par plusieurs générations d'habitants d'Ashworth. Les entrées les plus récentes, reconnaissables à l'écriture d'Eleanor, révélaient la véritable nature des activités de la Historical Preservation Society. Les journaux d'Eleanor, couvrant la période de son adhésion à la société en 1964 jusqu'à la dernière entrée du 30 octobre 1965, offraient un récit détaillé de la manière dont des recherches universitaires avaient un peu à peu dégénéré en une obsession dangereuse. Les premières pages montraient une curiosité intellectuelle sincère pour les traditions et le folklore locaux. Mais, au fil des mois, le ton devenait de plus en plus mystique, presque dévot, envers ce qu'elle appelait la vieille sagesse et la vraie foi. Au printemps 1965, la société avait dépassé la simple recherche théorique pour se consacrer à ce qu'elle appelait la restauration pratique des anciens cultes religieux. Le groupe s'était persuadé que le christianisme moderne avait corrompu les vérités spirituelles fondamentales et que le retour aux traditions anciennes était spirituellement nécessaire au bien-être de la communauté. Eleanor décrivait longuement les rituels que le groupe avait commencé à pratiquer dans la chambre cachée, d'abord de simples célébrations saisonnières, puis des cérémonies de plus en plus complexes qu'elle affirmait être issues de pratiques vieilles de plusieurs millénaires dans les Yorkshire Dales, bien avant l'arrivée du christianisme. Elle en parlait avec admiration, vantant leur beauté et leur puissance spirituelle, tout en minimisant les aspects inquiétants. Les passages les plus sinistres concernaient ce qu'elle appelait la cérémonie des moissons, un rituel qu'elle disait essentiel pour maintenir la protection spirituelle du village. Selon ses notes, cette cérémonie exigeait la participation d'une famille entière et ne pouvait être réalisée qu'à des dates précises, lorsque les barrières entre les mondes étaient les plus faibles. Dans ces dernières pages, Eleanor semblait convaincue que sa propre famille avait été choisie pour un rôle sacré, préserver les traditions anciennes. Elle parlait de signes et de présages apparus ces dernières semaines, annonçant que le moment était venu pour les Higgins d'accomplir leur devoir spirituel. Son écriture était exaltée, remplie d'une ferveur religieuse proche de la folie. Mais la découverte d'un second journal, caché sous des pierres dans le sol, apporta des révélations encore plus terrifiantes sur ce qui était réellement arrivé à la famille Higgins et à d'innombrables autres avant eux. Ce journal, relié d'un cuir craquelé, semblait bien plus ancien. L'écriture variait, appartenant à plusieurs auteurs, avec des entrées de remontant aux années 1920. Ce que Henley lut dans ces pages démontra que la Historical Preservation Society d'Ashworth n'était pas une création récente, mais une conspiration secrète active depuis près d'un demi-siècle. Les premières entrées furent rédigées par le prédécesseur du révérend Whitmore, le père Michael Blackwood, curé de St. Mary's de 1919 jusqu'à sa mort mystérieuse en 1942. Les premières notes de Blackwood décrivaient de sa découverte de la chambre souterraine pendant des travaux de rénovation et sa fascination pour les symboles et artefacts anciens qu'il y trouva. Comme Whitmore après lui, c'était un homme instruit, passionné d'archéologie et d'histoire locale. Mais son journal révélait une lente descente dans l'obsession et dans quelque chose de bien plus sombre que la recherche scientifique. Vers le milieu des années 1920, il affirmait recevoir, lors de ses méditations dans la chambre, des communications spirituelles lui donnant des instructions pour des rituels censés assurer la prospérité et la protection du village contre les menaces extérieures. Le journal contenait des descriptions détaillées de cérémonies qu'il disait inspirées de traditions antiques authentiques, mais qui étaient manifestement des inventions influencées par l'occultisme et sa propre instabilité mentale croissante. Les rituels devenaient de plus en plus élaborés et exigeants,
nécessitant des participants choisis selon des critères changeants, dictés par les caprices et les délires paranoïaques du prêtre. En 1928, les entrées indiquaient que le père Blackwood avait recruté un petit cercle de fidèles prêts à le suivre. Parmi eux figuraient donc déjà des familles dont les descendants appartiendraient plus tard à la société de Whitmore, les Taunton, les Carr, les Weatherby et d'autres. Il les avait convaincus qu'ils appartenaient à une lignée sacrée, gardienne d'un savoir ancien. Les pages les plus horribles parlaient du sacrifice ultime, des cérémonies que Blackwood disait nécessaires à la protection de la communauté, mais qui impliquaient en réalité le meurtre de familles entières. La première eut lieu en octobre 1930 et concerna la famille Morrison, récemment installée à Ashworth depuis l'Écosse. Le récit du prêtre était froid, clinique, comme s'il décrivait un simple rite religieux plutôt qu'un massacre. L'analyse d'Henley montra un schéma régulier, répété pendant des décennies. Tous les 2 ou 3 ans, Blackwood, puis Whitmore, sélectionnaient une famille pour ce qu'ils appelaient l'élévation spirituelle. Les critères de sélection ciblèrent les familles nouvelles ou isolées, dont la disparition passerait inaperçue. Les Morrison en 1930 furent suivis par les Hartwell en 1933, les Spencer en 1936, puis les Dunbar en 1939. Chaque disparition fut mise en scène pour paraître volontaire. Les biens revendus, les maisons relouées, les voisins rassurés qu'ils étaient partis vivre ailleurs. La mort du père Blackwood en 1942 interrompit brièvement le cycle, mais l'arrivée du révérend Whitmore en 1943 marqua un nouveau commencement. Ses propres écrits, ajoutés au journal secret dès 1945, montraient sonnet qu'il avait découvert les notes de Blackwood et, d'abord, en avait été horrifié. Mais après plusieurs mois de prière et de méditation dans la chambre, Whitmore se persuada qu'il devait poursuivre l'œuvre de son prédécesseur. Il interpréta chaque coïncidence, chaque événement naturel, comme un signe divin prouvant que les meurtres avaient réellement protégé le village de catastrophes plus grandes. Par 1947, Whitmore avait repris le schéma des meurtres rituels, choisissant la famille Fletcher comme première victime. Ses notes de journal montraient Crowley qu'il avait perfectionné les méthodes du père Blackwood, développant des techniques plus sophistiquées de manipulation psychologique et de diversion communautaire. Whitmore comprenait que la clé pour maintenir la conspiration consistait à s'assurer que les membres de la communauté croyaient sincèrement participer à des pratiques spirituelles bénéfiques plutôt qu'à des meurtres. Les familles de disparus sous la direction de Whitmore comprenaient les Ashford en 1950, les Kelly en 1953, les Bradford en 1956, les Hawkins en 1959 et les Patterson en 1962. Chaque disparition avait été précédée de mois de préparation psychologique. La famille choisie étant peu à peu attirée dans la société de préservation historique et convaincue qu'elle avait été choisie pour un rôle spirituel particulier. Les écrits de Whitmore révélaient des techniques de manipulation psychologique très avancées, expliquant comment il avait pu convaincre des gens instruits et rationnels de participer à leur propre mort. Le processus commençait par le recrutement au sein de la Société de préservation historique, qui menait réellement des recherches universitaires sur les traditions et le folklore locaux. Ces recherches servaient de base légitime, rendant les affirmations ultérieures du groupe plus crédibles. Les nouveaux membres passaient de des mois, voire des années, à participer à des activités inoffensives, conférences, projets de recherche et simples célébrations saisonnières inspirées de pratiques historiques authentiques. Pendant cette période, Whitmore évaluait soigneusement les vulnérabilités psychologiques et la susceptibilité de chaque participant à l'influence. Seuls ceux qui montraient la bonne combinaison de curiosité intellectuelle, de quête spirituelle et d'isolement social étaient les sélectionnés pour une implication plus profonde. La transition entre la recherche académique et la participation active au de rituels était progressive et minutieusement gérée. Whitmore introduisait des concepts de plus en plus ésotériques, toujours sous le prétexte d'authenticité historique
et d'illumination spirituelle. Les membres exprimant des doutes ou un malaise étaient discrètement écartés, tandis que ceux qui adhéraient pleinement étaient invités à des pratiques de plus avancées. La chambre souterraine jouait un rôle crucial dans ce processus de manipulation. Whitmore avait découvert que l'acoustique particulière de l'endroit, combinée à l'effet psychologique d'un lieu ancien et caché, rendait les participants plus sensibles à la suggestion et à la pression du groupe. La chambre était volontairement maintenue froide et faiblement éclairée, des conditions connues pour induire des états modifiés de conscience, même sans drogue. Whitmore utilisait également ce qu'il appelait la préparation spirituelle, période de jeûne, de méditation et d'isolement, destinée à affaiblir la pensée critique des participants et à accroître leur dépendance émotionnelle et spirituelle envers le groupe. Au moment où une famille était choisie pour la cérémonie de la moisson, elle avait été si profondément conditionnée qu'elle croyait sincèrement participer à un rituel sacré bénéfique pour elle et pour toute la communauté. Les journaux d'Eleanor Higgins montraient de ce processus à l'œuvre, sa transformation de chercheuse curieuse à croyante fanatique s'était opérée sur 18 mois de manipulation soigneuse. Whitmore avait exploité son intellect, sa soif de spiritualité et son désir de se sentir spécial et élu. En octobre 1965, Eleanor était si convaincue de la justesse de sa voix qu'elle plaidait activement pour la participation de sa famille à la cérémonie. Les dernières entrées de son journal et du registre secret de Whitmore fournissaient un compte-rendu détaillé des événements ayant conduit au meurtre de la famille Higgins. La cérémonie avait été préparée pendant des mois, avec des dispositions élaborées comprenant non seulement des éléments rituels, mais aussi des considérations pratiques, comment disposer des corps et comment expliquer la disparition de la famille à la communauté. L'entrée finale d'Eleanor, datée du 30 octobre, révélait sa reddition psychologique totale à la manipulation de Whitmore. Elle y écrivait son excitation d'avoir été choisie pour l'élévation spirituelle et sa gratitude pour l'occasion de servir la communauté d'une manière si profonde. Elle exprimait seulement une inquiétude à propos de la réticence de Thomas à s'engager pleinement, mais notait que le révérend Whitmore l'avait rassuré. Les doutes de Thomas seraient donc dissipés pendant la cérémonie elle-même. Le récit de Whitmore du 31 octobre était clinique et précis, décrivant la logistique du meurtre avec la même rigueur méthodique que toutes ses activités. La cérémonie avait commencé à 23 heures avec la famille Higgins et 6 autres membres de la société réunis dans la chambre souterraine. Parmi les autres participants figuraient le Dr Carr, Madame Thornton, Madame Weatherby, Monsieur Crawford et 2 autres personnes que Henley reconnut comme des membres respectés de la communauté. Le rituel avait été conçu pour surmonter progressivement toute résistance de Thomas ou des enfants. Il commença par des éléments familiers, chants, lumière des bougies et préparation à base d'herbes, semblables à celles des réunions précédentes. Mais à mesure que la cérémonie progressait, ces éléments étaient combinés à une pression psychologique et à ce que Whitmore appelait « substances spirituelles », des drogues ajoutées au vin, consommées par les participants. La résistance de Thomas avait été anticipée. Lorsqu'il tenta de quitter la chambre avec ses enfants, les autres participants l'en empêchèrent par la force. Les enfants, déjà désorientés par les drogues et la terreur de la situation, furent incapables de comprendre ou de se défendre. Le récit de Whitmore des meurtres était bref et détaché. La famille fut tuée selon des méthodes qu'il prétendait anciennes, mais qui n'étaient que des techniques d'assassinat efficaces. Les corps furent dissimulés dans un réseau complexe de grottes naturelles, s'étendant sous l'église. Les mêmes grottes utilisées à cette fin depuis des décennies. Les journaux révélaient que le meurtre des Higgins avait été suivi d'une dissimulation méticuleusement orchestrée, impliquant la plupart des figures d'autorité du village. Le docteur Carr rédigea de faux dossiers médicaux prétendant que la famille souffrait d'une maladie contagieuse nécessitant un départ immédiat. Madame Thornton répandit la rumeur que Thomas avait reçu une offre d'emploi
dans un autre comté. Les effets personnels de la famille furent systématiquement dispersés, les objets de valeur redistribués entre les membres de la société, tout le reste détruit ou enterré. Leur maison fut nettoyée à fond et 1 semaine après leur disparition, elle fut louée à une nouvelle famille à qui l'on affirma que les Higgins avaient émigré au Canada. L'enquête du sergent Henley fut délibérément entravée par les habitants. Beaucoup donnèrent de fausses informations ou refusèrent de coopérer. Lorsqu'il interrogea sur la Société de préservation historique, on lui répondit de manière trompeuse pour présenter le groupe comme inoffensif et académique. Plusieurs témoins mentirent ouvertement sur leur connaissance des activités de la famille avant leur disparition. La conspiration s'étendait au-delà des participants actifs. Elle incluait des villageois qui soupçonnaient la vérité, mais préféraient se taire plutôt que d'affronter l'horreur. Les journaux montraient que certains avaient exprimé leurs doutes en privé, mais avaient été réduits au silence par la peur et la pression sociale. Et alors qu'on pensait avoir compris toute l'ampleur de l'horreur d'Ashworth, l'enquête du sergent Henley allait me révéler une vérité encore plus troublante, la complicité collective d'une communauté entière dans des décennies de meurtres. Son enquête avait révélé qu'au moins 12 personnes avaient une connaissance directe des meurtres, tandis que des dizaines d'autres avaient divers niveaux de complicité dans les dissimulations qui avaient mis et protégé les assassins pendant des décennies. La première arrestation de Henley fut celle du docteur Edmund Carr, dont les dossiers médicaux et les entrées de journal documentaient clairement sa participation à plusieurs meurtres. Confronté aux preuves, le docteur Carr tenta d'abord de maintenir son innocence, affirmant que les entrées du journal étaient une fiction élaborée, créée par des individus perturbés. Cependant, face aux preuves matérielles, le reliant à la chambre souterraine et aux témoignages d'autres membres de la communauté, sa détermination s'effondra. La confession du docteur Carr fournit des détails cruciaux sur la dynamique psychologique qui avait permis à la conspiration de fonctionner pendant si longtemps. Il révéla que de nombreux participants s'étaient convaincus qu'ils ne commettaient pas réellement de meurtre, mais facilitaient une transformation spirituelle permettant aux victimes de transcender l'existence physique ordinaire. Cette auto-tromperie élaborée avait été essentielle pour maintenir la cohésion du groupe et empêcher ses membres de développer un sentiment de culpabilité ou de remords pouvant les conduire à se confesser. Madame Margaret Thornton se montra plus résistante lors des interrogatoires, maintenant pendant plusieurs jours que la Historical Preservation Society était entièrement consacrée à la recherche académique légitime. Cependant, la découverte par Henley de preuves supplémentaires dans son cottage, incluant des effets personnels de plusieurs familles assassinées, la força finalement à reconnaître son rôle dans la conspiration. La confession de Madame Thornton révéla à quel point les meurtres avaient été intégrés à la structure sociale et économique de la communauté. Les biens des familles assassinées avaient été redistribués parmi les membres de la conspiration. Les cottages des victimes avaient été loués ou vendus pour fournir des revenus aux activités du groupe, et les disparitions avaient été utilisées pour éliminer les familles dont la présence dans la communauté était jugée perturbatrice ou indésirable. L'arrestation du révérend Whitmore fut la plus dramatique et des révélatrices de toutes. Lorsque Henley arriva au presbytère avec un mandat, il trouva Whitmore dans son bureau, entouré de documents qu'il tentait de détruire. Whitmore s'attendait clairement à être arrêté et avait passé les jours précédents à essayer d'éliminer les preuves de ses crimes. Cependant, son état psychologique s'était considérablement détérioré depuis les meurtres de la famille Higgins. Les entrées de journal révélaient une paranoïa croissante et des délires grandioses dans ces derniers mois, et au moment de son arrestation, il souffrait clairement d'une grave crise mentale. Ses premières déclarations à Henley étaient décousues et incohérentes, remplies de références à des commandements divins et à des obligations spirituelles sans lien avec la réalité. Le procès des conspirateurs d'Ashworth, tenu à la York Crown Court au printemps 1966,
attira l'attention nationale et révéla des détails de l'affaire qui choquèrent même les observateurs expérimentés du comportement criminel. Les preuves présentées lors du procès dépeignaient un tableau de meurtre systématique et de complicité généralisée au sein de la communauté, remettant en question des hypothèses fondamentales sur la nature humaine et l'organisation sociale. L'accusation s'appuyait sur les entrées de journal, les preuves matérielles de la chambre souterraine et les témoignages des membres de la communauté qui avaient progressivement été convaincus de rompre le silence. L'ampleur de la conspiration devint claire à mesure que les témoins reconnaissaient leur niveau de connaissance des meurtres, allant de la participation directe à l'ignorance volontaire de signes évidents. Le témoignage du Dr Carr fut particulièrement dommageable pour les autres prévenus. Son compte rendu détaillé des techniques de manipulation psychologique utilisées par le père Blackwood et le révérend Whitmore révéla comment des personnes éduquées et rationnelles avaient-ils été progressivement conditionnées à participer à des activités qu'elles auraient normalement jugées abominables. Le processus avait été si graduel et soigneusement géré que de nombreux participants croyaient sincèrement servir une noble cause même en commettant des crimes odieux. Le procès révéla également les motivations économiques qui avaient soutenu la conspiration, en parallèle avec ses justifications pseudo-religieuses. Les familles assassinées étaient généralement propriétaires et leurs biens avaient été absorbés par les membres de la conspiration après leur mort. Le choix des victimes avait été influencé non seulement par des considérations spirituelles, mais aussi par des facteurs pratiques tels que la valeur des propriétés et les lois sur l'héritage. Le témoignage de Madame Thornton fournit des éclaircissements sur le rôle que la pression sociale et la dynamique communautaire avaient joué pour maintenir la conspiration. Elle décrivit comment la dissidence ou les questions avaient été systématiquement découragées par l'ostracisme, la pression économique et les menaces implicites. Les membres de la communauté qui exprimaient des doutes sur les disparitions se retrouvaient exclus des activités sociales, privés de services et victimes de rumeurs qui nuisaient à leur réputation et à leurs moyens de subsistance. Le révérend Whitmore s'avéra être le prévenu le plus difficile à poursuivre en raison de sa détérioration mentale. Des psychiatres désignés par le tribunal déterminèrent donc qu'il souffrait de troubles délirants sévères qui pouvaient avoir été présents depuis des années avant la découverte de ces crimes. Cependant, les preuves montraient clairement que ces délires ne l'avaient pas empêché de planifier et d'exécuter des activités criminelles complexes avec une grande habileté et prévoyance. Au fur et à mesure du procès, l'ampleur totale des meurtres d'Ashworth devint évidente. Les enquêteurs médico-légaux travaillant dans le système de grotte sous l'église Sainte-Marie retrouvèrent les restes de 17 familles, soit 63 individus, assassinés sur une période de 35 ans. Les victimes avaient des âges allant du nourrisson aux grands-parents âgés, avec des lignées familiales entières exterminées par la conspiration. Les preuves médico-légales révélèrent que les meurtres avaient été effectués selon diverses méthodes, selon les préférences des dirigeants à différentes périodes. Le père Blackwood favorisait des techniques qu'il prétendait basées sur des pratiques sacrificielles anciennes, tandis que le révérend Whitmore avait développé des méthodes plus efficaces, réduisant le risque de détection et simplifiant l'élimination des corps. De nombreuses victimes présentaient des signes d'avoir été droguées avant leur mort, corroborant les témoignages sur l'utilisation de substances pour réduire la résistance et faciliter les meurtres. Les restes des enfants étaient bel et particulièrement troublants, montrant des signes de terreur prolongés, suggérant qu'ils avaient été conscients de leur sort avant d'être tués. L'enquête révéla également que la conspiration s'était étendue au-delà d'Ashworth, incluant des contacts dans d'autres communautés du Yorkshire. Plusieurs disparitions suspectes dans des villages voisins pendant la même période montraient des schémas similaires, suggérant que le groupe d'Ashworth pouvait faire partie d'un réseau plus large de criminels, opérant sous couvert de recherches religieuses ou historiques.
La révélation de la conspiration d'Ashworth eut des effets psychologiques profonds sur les membres survivants de la communauté, beaucoup ayant vécu pendant des décennies avec la connaissance ou la suspicion des meurtres sans agir pour les arrêter. Les témoignages du procès révélèrent le réseau complexe de peur, de complicité et d'auto-tromperie qui avait permis au crime de continuer si longtemps. De nombreux résidents ont signalé des sentiments de culpabilité et de honte persistant pendant des années après la fin des procès. Ils se sont débattus avec des questions sur leur propre responsabilité morale pour ne pas avoir protégé les victimes, même lorsqu'ils ne possédaient pas de connaissances précises sur les crimes commis. La révélation que des leaders communautaires respectés avaient été des meurtriers systématiques détruisit la foi de beaucoup de gens dans leur capacité à juger le caractère et à faire confiance aux figures d'autorité. L'impact psychologique fut particulièrement sévère pour les enfants et les jeunes adultes ayant grandi à Ashworth pendant la période où les meurtres Ashredetis y étaient commis. Beaucoup ont signalé se sentir trahis par des adultes en qui ils avaient confiance, et certains ont nécessité une thérapie intensive pour traiter leurs expériences. Le fait de savoir qu'ils avaient vécu sans le savoir aux côtés de meurtriers en série pendant des années créa un traumatisme durable, affectant leur capacité à établir des relations de confiance. Plusieurs membres de la communauté développèrent des symptômes cohérents, avec ce qui serait plus tard reconnu comme un trouble de stress post-traumatique. Ils ont connu des cauchemars récurrents, des crises d'angoisse et des souvenirs intrusifs liés aux événements auxquels ils avaient assisté ou qu'ils avaient soupçonnés pendant la période active de la conspiration. L'environnement rural paisible qui avait autrefois apporté du réconfort devint une source de rappel constant de l'horreur cachée sous la surface de la vie villageoise. L'affaire Ashworth a également mis en évidence des défaillances significatives dans les systèmes institutionnels qui auraient donc dû protéger les victimes et empêcher la conspiration de fonctionner aussi longtemps. L'enquête révéla que diverses autorités avaient reçu au fil des années des signalements de disparitions suspectes, mais n'avaient pas mené d'investigations approfondies ni relié les schémas qui auraient pu révéler la vérité plus tôt. La supervision des paroisses rurales par l'Église d'Angleterre s'avéra insuffisante pour détecter et prévenir le type d'activité criminelle qui avait prospéré sous le père Blackwood et le révérend Whitmore. La structure hiérarchique, qui accordait une grande autonomie au clergé paroissial, avait créé des opportunités d'abus restées non détectées pendant des décennies. L'enquête entraîna d'importantes réformes dans les procédures de supervision ecclésiastique et le contrôle des antécédents des membres du clergé. Les forces de l'ordre local avaient également échoué à reconnaître les schémas qui auraient déclenché des enquêtes plus approfondies. La tendance à considérer les affaires de personnes disparues comme des départs volontaires, en particulier dans les communautés rurales où les habitants pouvaient raisonnablement choisir de déménager pour des raisons économiques, avait permis aux conspirateurs d'agir en toute impunité. L'affaire Ashworth conduisit à de nouveaux protocoles pour l'investigation des disparitions et à une meilleure coordination entre différentes juridictions policières. Les systèmes médicaux et sociaux avaient de même échoué à protéger les victimes potentielles ou à détecter des signes avant-coureurs d'abus. Le double rôle du docteur Carr, à la fois médecin de la communauté et membre de la conspiration, lui avait permis de manipuler les dossiers médicaux et de fournir de fausses documentations, soutenant les récits de dissimulation. Cette révélation entraîna de nouvelles exigences de vérification médicale indépendante dans les cas de relocalisation soudaine de familles ou de conditions médicales inexpliquées. Les procédures judiciaires contre les conspirateurs d'Ashworth se conclurent à l'automne 1966 par des condamnations pour tous les prévenus mentalement aptes à comparaître. Le révérend Whitmore fut reconnu coupable mais atteint de troubles mentaux et fut condamné à une détention indéfinie dans un établissement psychiatrique sécurisé. Le docteur Carr, Madame Thornton et 4 autres conspirateurs reçurent des peines de réclusion à perpétuité pour leur rôle dans les meurtres. Plusieurs autres membres de la communauté
furent condamnés à des peines plus courtes pour leur rôle dans les dissimulations et leur manquement à signaler les crimes aux autorités. Le tribunal reconnut que beaucoup de ces individus avaient non été soumis à des pressions psychologiques et à des contraintes sociales influençant leurs décisions, mais maintint que les adultes avaient une responsabilité fondamentale de protéger les enfants et les personnes vulnérables, quelles que soient les conséquences personnelles. Les peines furent controversées dans certains milieux, certains critiques estimant qu'elles étaient soit trop clémentes compte tenu de l'ampleur des crimes, soit trop sévères compte tenu de la manipulation psychologique subie par de nombreux prévenus. Cependant, les déclarations du juge lors de la prononciation des peines soulignaient l'importance de tenir les individus responsables de leurs actes tout en reconnaissant les dynamiques sociales complexes qui avaient permis à la conspiration de fonctionner. Les biens financiers des conspirateurs condamnés furent ni saisis et utilisés pour indemniser les familles de victimes disposant de proches en dehors de la communauté d'Ashworth. Cependant, de nombreuses familles assassinées avaient été délibérément choisies parce qu'elles n'avaient pas de liens extérieurs, rendant impossible l'identification d'héritiers ou de bénéficiaires à des fins d'indemnisation. La révélation de la conspiration et les procès qui suivirent détruisirent efficacement Ashworth en tant que communauté fonctionnelle. La plupart des résidents non directement impliqués dans les crimes choisirent donc de déménager plutôt que de continuer à vivre dans un lieu associé à un tel horreur. La valeur des biens chuta, les commerces fermèrent, et le village qui existait depuis des siècles commença à se vider quelques mois après la fin du procès. L'église Saint-Marie fut officiellement désacralisée par l'Église d'Angleterre et fut ensuite démolie pour éviter qu'elle ne devienne un lieu de curiosité morbide ou de vénération inappropriée. La chambre souterraine fut scellée avec du béton et toute la zone recouverte de terre et plantée de gazon. Cependant, les autorités locales constatèrent qu'il était impossible d'effacer complètement les preuves matérielles de ce qui s'y était passé. Les cottages où vivaient les familles assassinées furent progressivement abandonnés, leurs liens avec les crimes les rendant invendables. Le cottage des Higgins, où l'enquête avait commencé, resta vide pendant des années, avant d'être finalement démoli au début des années 1970. L'école du village ferma lorsque le nombre d'inscriptions devint insuffisant et le bureau de poste où Thomas Higgins avait travaillé fut fermé définitivement. En 1967, moins de 50 personnes vivaient encore dans ce qui avait été une communauté prospère de 300 habitants. Les résidents restants étaient principalement des personnes âgées, sans ressources pour déménager, ou des jeunes ayant hérité de biens qu'ils ne pouvaient vendre. Le village restant ressemblait peu à la communauté soudée qui existait avant la révélation de la conspiration. L'infrastructure physique d'Ashworth se détériora progressivement faute de moyens économiques pour son entretien. Les déroutes se crevassèrent, les bâtiments tombèrent en ruine, et les jardins ainsi que les espaces publics soigneusement entretenus devinrent envahis par la végétation. Le village, autrefois modèle de la vie communautaire rurale anglaise, devint une ville fantôme, rappel permanent de l'horreur qui y avait prospéré. L'affaire Ashworth eut des répercussions bien au-delà de la communauté immédiate où les crimes avaient été commis. Elle devint un sujet d'étude académique pour les criminologues, psychologues et sociologues, cherchant à comprendre comment des meurtres systématiques pouvaient se maintenir pendant des décennies au sein d'une petite communauté apparemment normale. L'affaire remettait en question des hypothèses fondamentales sur la nature humaine et l'organisation sociale. La révélation que des personnes ordinaires pouvaient être progressivement conditionnées à participer à des meurtres de masse força les experts à revoir leur compréhension de la manière dont se développent et persistent les atrocités. La conspiration d'Ashworth démontra que le mal pouvait prospérer non seulement sous des régimes totalitaires ou en temps de guerre, mais aussi dans des sociétés démocratiques paisibles lorsque les conditions psychologiques et sociales adéquates étaient présentes. Les aspects religieux de l'affaire suscitèrent de nombreuses discussions
au sein de diverses communautés de foi sur les dangers de l'autorité spirituelle et la nécessité de responsabiliser les organisations religieuses. Le fait que les deux auteurs aient été des membres du clergé ordonné ayant utilisé leur position pour manipuler et assassiner leurs paroissiens soulignait les vulnérabilités des structures religieuses traditionnelles, jusqu'alors peu considérées. L'affaire contribua également à une prise de conscience croissante des techniques psychologiques pouvant être utilisées pour manipuler des individus et des groupes. La documentation détaillée de la manière dont des personnes normales et rationnelles avaient été progressivement transformées complices de meurtre apporta un éclairage précieux sur les processus de radicalisation et de contrôle social qui informeront plus tard la recherche sur le comportement des sectes, le terrorisme et d'autres formes d'activités extrémistes. Ce mystère nous montre à quel point les communautés peuvent facilement être trompées et corrompues par ceux qui prétendent agir au nom de la tradition ou d'un objectif supérieur. La famille Higgins, comme tant d'autres avant elle, avait confiance en ses voisins, son église et ses dirigeants communautaires, ne soupçonnant jamais que sous la surface de leur village tranquille se trouvait un réseau de meurtres et de tromperies opérant depuis des décennies. L'aspect le plus terrifiant de la conspiration d'Ashworth n'était pas les meurtres eux-mêmes, mais la manière dont une communauté entière avait été progressivement conditionnée à accepter et participer à des activités qui auraient normalement été reconnues comme manifestement mauvaises. Le processus avait été si graduel et soigneusement géré que de nombreux participants croyaient sincèrement servir une noble cause même en commettant ou en facilitant des crimes odieux. L'affaire démontre l'importance de questionner l'autorité, de maintenir des liens avec le monde extérieur et de refuser d'accepter des explications qui n'ont pas de sens rationnel, peu importe la prestige ou la confiance accordée à leur source. Elle montre comment l'isolement, tant géographique que social, peut créer des conditions où des idées et pratiques nuisibles prospèrent sans le contrôle qui pourrait autrement révéler leur véritable nature. Peut-être plus important encore, l'affaire Ashworth nous rappelle que les plus grandes horreurs ne proviennent pas toujours de monstres évidents, mais de la corruption de personnes ordinaires qui se perdent dans l'obscurité du fanatisme, de la cupidité et de la loyauté mal placée. La tragédie de la famille Higgins sert d'avertissement permanent sur les dangers de céder sa pensée critique à des leaders charismatiques prétendant posséder un savoir ou une autorité particulière. Que pensez-vous de cette histoire? Une chose pareille pourrait-elle vraiment se produire dans une petite communauté soudée? Croyez-vous que des personnes ordinaires pourraient être progressivement manipulées pour participer à de tels crimes horribles? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié ce récit glaçant et souhaitez découvrir d'autres mystères sombres comme celui-ci, abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui apprécie les histoires de true crime explorant les aspects les plus sombres de la nature humaine. D'ici la prochaine fois, souvenez-vous que les monstres les plus terrifiants se cachent souvent derrière les façades les plus respectables, et que notre meilleure protection contre un tel mal est notre volonté de poser des questions difficiles et de refuser d'accepter des mensonges confortables.